notre introduction. Alors, bonjour, bienvenue à notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de plantes, de croissance de plantes. Nous allons aussi parler de différences entre climat et météo. Et on va parler d'un projet qui s'appelle le projet DART. C'est un projet de la NASA. On va voir si on peut entrer en collision avec un astéroïde. N'oubliez pas que je suis ici pour répondre à vos questions avant tout. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Je suis ici pour y répondre. Et si vous regardez cette émission en rediffusion, n'oubliez pas de mettre vos questions dans la section commentaires. Je vais toujours les voir, je réponds et j'utilise vos questions pour faire avancer cette émission. Donc, on est samedi, c'est une superbe journée. Et puis, nous avons déjà Chiffre Alphabet qui est arrivé et d'autres personnes qui vont sûrement se joindre à nous dans les minutes qui vont arriver. Fantastique. Donc, nous sommes ici. Parfait. Alors, la première chose que je voulais parler avec vous aujourd'hui, c'est une petite expérience que je fais avec ma classe. Donc, vous allez voir un peu comment est-ce que ma partie de travail est un peu à l'envers, mais je vais vous montrer. Donc, voyons voir. Donc, si je prends ma caméra, on peut voir que je suis en train de faire pousser des plantes ici. J'ai 5 échantillons. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire croître des plantes et changer un facteur, changer une variable qui fait que je vais voir si les plantes sont affectées. Donc, il y a des plantes que j'utilise de l'eau ici pour arroser ceux-ci. Il y a aussi un autre. Alors, je demandais à mes élèves quel type de conditions de variables qu'ils voulaient changer. Donc, ils voulaient savoir qu'arrive-t-il si on donne du Perrier? On donne du Perrier comme ceci. Voyons voir si on peut voir. Ah, voilà. Si on peut voir, qu'est-ce qui arrive si on donne du Perrier aux plantes parce que l'élève aimait le Perrier et je me suis dit, allons voir si les plantes aiment cela. Alors, ce que je fais, c'est que j'ai identifié mes contenants. Le contenant 1 utilise ici 100% d'eau, donc je lui donne 8 ml à chaque jour d'eau. Et puis, l'échantillon 5, je lui donne 8 ml de Perrier. Et pour les autres, je change les rapports. Donc, ici, je mets 25% de Perrier, 75% d'eau, 50-50, et ici, 75% de Perrier, ainsi que 25% d'eau. Donc, lorsqu'on est à la maison, parce que j'ai une école virtuelle, ce n'est pas toujours évident avec l'équipement qu'on n'a pas de l'école, mais ça, c'est un exemple où, en 9e année, ici, donc, ils ont 13 et 14 ans, on peut faire une expérience à la maison. Donc, moi, j'avais envoyé des graines de plantes directement à leur maison. Il y a des personnes qui ne l'avaient pas reçu. Alors, devinez quoi? Je suis allé chercher des petits pois blancs à l'épicerie ou au marché. Et c'est ceux-ci. Donc, au lieu de payer 1,99 $ canadien pour un petit sachet de graines, j'ai payé 1,99 $ pour des milliers de graines pour la classe. Et c'est intéressant. Donc, on a les plantes. On peut voir tranquillement que les fleurs, pas les fleurs, mais les feuilles commencent à croître. On a aussi des nouvelles tiges qui arrivent. Maintenant, à la maison, si on n'a pas toujours la chance d'avoir de l'équipement, ça ici, c'est une seringue que j'ai trouvée dans c'est un magasin pour la cuisine. On l'utilise pour injecter des bouillons dans la viande. Et je me suis dit que ce serait fantastique parce que, regardez, il y a ici les graduations. Donc, ceci fonctionne très bien comme cylindre gradué. Donc, ça, c'est un peu le petit expérience que je fais maintenant. Et n'oubliez pas que souvent, lorsqu'on fait des séances, on a des questions. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce qui arrive aux plantes si on change les conditions? Je sais que certaines conditions que mes élèves vont faire, c'est qu'arrive-t-il si on ajoute un peu de sel dans l'eau? Vous allez dire, pourquoi ajouter du sel lorsqu'on veut arroser des plantes? C'est que n'oubliez pas que nous, ici en Amérique du Nord, lorsqu'il neige ou il y a de la pluie verglaçante, on ajoute du sel sur les routes. Alors, l'hiver, c'est fantastique, ça prévient les accidents. Par contre, lorsque l'hiver avance et on arrive au printemps, il y a la fonte des neiges. On a une grande quantité d'eau qui est créée suite à la fonte des neiges et de la glace. Par contre, tout le sel qui a été utilisé durant l'hiver
est nettoyer des routes, des stationnements et des fossés. Et ceux-ci se retrouvent dans l'environnement, dans les ruisseaux, les petites rivières et les lacs. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. C'est un choc salé à chaque printemps pour les organismes, soit les plantes aquatiques ou les organismes dans les étangs. N'oubliez pas que si on a des grenouilles ou on a des salamandres, ce sont des organismes qui sont très, comment je pourrais dire ça? Ils sont facilement affectés par leur environnement parce qu'il y a des échanges chimiques avec la peau. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention et ça, c'est quelque chose qui est à utiliser. L'autre raison pourquoi je voulais le mentionner, alors ici, il y a les plantes, mais pensez à agriculture. Donc, il y a des personnes qui vont passer une saison à faire pousser des plantes comme ceci pour avoir des pois et les faire sécher et obtenir des denrées pour la société. Ça veut dire qu'il y a des personnes ou des agriculteurs qui vont planter ces pois, passer une saison, récolter pour la nourriture. Mais il y a bien sûr, lorsqu'on pense de nourriture, il y a ceux-ci qui sont gardés en réserve pour l'hiver, parce que ceux-ci n'ont pas besoin d'être réfrigérés ou être congelés. Ils sont séchés. Mais on a besoin d'une certaine quantité pour la saison suivante, parce qu'on a besoin des graines pour faire pousser d'autres plantes pour la saison suivante. Alors ça, c'est à considérer. Donc, c'est tout un processus et ce n'est pas un processus instantané, comme par exemple aller sur Internet et chercher une information ou aller à l'épicerie ou au marché pour trouver de la nourriture. Il faut faire attention et se dire, il y a des personnes qui passent des semaines à des mois pour faire la récolte de ces denrées et il faut faire attention pour, bien sûr, ne pas les gaspiller. Vous allez dire, je suis à la maison, un peu de gaspiller, c'est peut-être pas très, très grave, mais c'est tout le fait que si nous gaspillons la nourriture, il y a premièrement certaines régions dans le monde où ils n'ont pas toute la nourriture qu'ils ont besoin. Ça, c'est la première chose. Le transport de ces denrées dans les marchés ou les épiceries, c'est intéressant, mais s'il y a un certain gaspillage de nourriture, c'est un gaspillage de ressources, production de gaz à effet de serre inutile. Et pour les fermiers, qu'ils passent des mois à faire la récolte de nourriture, c'est un manque de respect aussi pour ce secteur de l'alimentation. Donc, on appelle ça l'agroalimentation. Donc, c'est tout un aspect à considérer parce que souvent, on dit, on va et on achète de la nourriture, mais il y a tout un procédé qui arrive avec cela. Donc, s'il arrive que vous voulez faire pousser des plantes, voir ce qui se passe, avoir un jardin qui est urbain, les petits pois peuvent être une option pour vous. Et ça, c'est le premier sujet que je voulais jaser avec vous. C'est excitant. Donc, à chaque jour, je mets l'eau avec soit l'eau de robinet ou l'eau Perrier et je fais les mélanges et on va voir, je me donne 10 jours pour voir ce qu'il va arriver. Alors, la semaine prochaine, c'est samedi. Oui, samedi prochain, c'est la dernière journée que je vais m'occuper de cette expérience. Donc, samedi prochain, vous allez voir comment vont ces plantes. Je pense que c'est intéressant. Ou peut-être même avant. Je prendrai peut-être une vidéo parce que j'ai acheté une boîte de 10 petites canettes de Perrier. Donc, l'expérience se fait sur 10 jours. Et n'oubliez pas qu'une fois que la petite canette est ouverte ou la bouteille est ouverte, tous ces gaz vont dans l'atmosphère. Donc, c'est moins intéressant. Question ici, vous pouvez le mettre dans le chat ou vous pouvez le mettre, voyons voir, le mettre dans les commentaires en bas. Que pensez-vous que l'eau carbonée, ici, comment on le dit? Alors, c'est ici en français, de l'eau naturelle gazéifiée. Qu'est-ce qui peut arriver à la chimie de l'eau lorsqu'on ajoute du dioxyde de carbone à l'intérieur de l'eau? Ça, c'est une question scientifique intéressante. Alors, pourquoi est-ce que mettre de l'eau gazéifiée avec du dioxyde de carbone peut affecter la condition d'eau que nous avons? Donc, ça, c'est la question. Vous pouvez mettre la réponse ici dans le chat. Comme ça, j'aimerais le mentionner avec vous. C'est quelque chose qui est très intéressant aussi.
Alors, tiens, nous avons chiffre alphabet avec une question. Et donc, nous avons fini la discussion des plantes. Nous allons passer à sa question. Et en attendant, ça va donner la chance aux personnes de me dire qu'est-ce qui arrive à la condition de l'eau, à la chimie de l'eau, lorsqu'on ajoute du dioxyde de carbone dans l'eau. Alors, voyons voir sa question. Alors, pourquoi est-ce que la Lune tourne autour de la Terre et non autour de la Lune? On a ici une question d'astronomie. OK. Alors ici, aujourd'hui, je vais commencer, on va regarder l'histoire de la formation du système solaire. On va reculer peut-être, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 milliards d'années dans le passé. Oh, ça fait longtemps. Nébuleuse solaire. Donc, nous allons commencer notre histoire avec la nébuleuse solaire. J'allais dire nébuleuse scolaire. C'est pas la même chose. Est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça? C'est une bonne question. Je pense que ça va être mieux comme ça, comme gaucher. Alors, une nébuleuse solaire, qu'est-ce que c'est? C'est que si on recule 4 ou 5 milliards d'années dans le passé, il y avait un endroit dans l'univers, un nuage avec des particules, des atomes, le reste d'étoiles qui ont explosé, comme ceci. N'oubliez pas que notre univers a à peu près 15 milliards d'années. Ça veut dire que depuis 15 milliards d'années, il y a eu des étoiles qui ont été formées, d'autres qui ont explosé, des supernovas. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Mais il y a à peu près 5 milliards d'années, on s'est trouvé dans un endroit de l'univers où il y avait un endroit spécifique où il y avait des particules, des atomes, des fragments de roches, astéroïdes, météores. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver ici, pas des météores, excusez, des comètes. Oh, ça, on a parlé de ça il y a quelques semaines. Alors ici, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on avait ces poussières. Mais chose intéressante, il y a ce qu'on appelle une force qu'on appelle la gravité. Oups, celui-ci ne fonctionne plus. Il y a ce qu'on appelle la gravité. Alors la gravité, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on a une particule qui est un peu plus grosse ici, il y aura un peu de gravité qui va de ce côté-ci. S'il y a, je vais ajouter quelques-uns ici, s'il y a quelques parties ici, il y aura un peu de gravité qui va de ce côté-là. S'il y a, prenons celui-ci, un peu de gravité ici. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'on a une particule, la gravité la force de la gravité dépend de la masse des objets. Donc, les parties un peu plus gros avec une plus grande gravité ont attiré une certaine quantité de matière, mais puisqu'il y avait plus de matière qui allait à ces points, plus il y avait de gravité. Donc, on s'est retrouvé avec un effet boule de neige. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ici, dans le centre, c'est ici qu'il y avait le plus de masse et on s'est retrouvé avec la plus grande concentration de masse. Par contre, il y avait d'autres endroits où il y avait des parties où la masse grandissait. Alors ici, ce qui est arrivé, c'est que puisqu'il y a la gravité, on se retrouve à un point où dans le centre, il y a de plus en plus de pression et la température augmente de plus en plus. Donc, certaines choses sont arrivées. Dans le centre de cette nébuleuse solaire, il y avait tellement ici de pression et la température était tellement grande qu'éventuellement, on avait ce qu'on appelle une proto-étoile, comme ceci, une proto-étoile qui, avec cette pression et cette température qui augmentait, il y a eu un moment où il y a eu la fusion nucléaire et celle-ci est devenue une étoile qui produisait sa propre énergie. Donc ici, dans le centre, on s'est trouvé avec notre étoile.
comme ceci. Donc, notre petit soleil qui a commencé à briller. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, le soleil a commencé à briller parce qu'il y avait une énorme quantité de matière et, comme j'ai mentionné, pression, température. Par contre, il y a eu des endroits où il y avait de la matière, oui, la gravité était là, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle des protoplanètes. C'est que ceux-ci ont commencé de plus en plus, ils ont ici commencé à devenir plus solides et on s'est retrouvé avec des planètes ici. OK, donc les protoplanètes sont devenues des planètes. Chose intéressante. OK, voyons voir. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vous allez dire, oui, mais notre système solaire n'est pas statique. Il y a une rotation, il y a des orbites autour du Soleil. Vous allez dire, comment est-ce que ceci existe? Alors, ce que je vais faire, je vais vous donner une analogie lorsque quelqu'un fait du patinage artistique ou va faire du patin sur la glace. Vous savez, lorsqu'on se promène, des fois, on a nos mains comme ceci, on peut glisser sur nos patins et ça va. Mais à un certain moment donné, quelquefois, on se tourne un petit peu et aussitôt que, par exemple, l'épaule va d'un côté ou qu'il y a un bras qui, à cause de l'équilibre, va vers l'arrière, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a un petit mouvement. Et on commence à tourner sur nous-mêmes et on tombe. Oups, attention les plantes. Et la personne tombe par terre. Donc ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que si on a de la matière à distance et finit par se rapprocher, on finit par avoir un mouvement, une force qui finit par faire tourner l'ensemble. Alors ici, conséquence, on a un soleil qui, voyons voir, un soleil qui tourne sur lui-même, comme ceci, et on a des planètes qui tournent comme cela. Maintenant, il faut considérer que le soleil ici est l'endroit où il y a le plus de masse et le plus de gravité. C'est pour ça qu'il va attirer des planètes qui sont très, très grandes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est que la distance affecte la gravité. Donc, plus on est loin d'un objet céleste, moins la gravité est grande, donc la gravité diminue. Ça veut dire que la gravité près de la surface du Soleil est très, très grande, et plus on s'éloigne, plus elle devient petite. Pour la même raison que si on est sur la planète Terre, nos pieds sont par terre et on est perpendiculaire à la surface parce que nous sommes affectés par la gravité de la planète. Imaginez si on est, parce que la planète Terre est la plus près de nous, imaginez si nous étions attirés par le Soleil. On pourrait marcher comme ceci durant le matin et l'après-midi, on marcherait avec un angle, comme si nous étions attirés par le Soleil. Mais on ne l'est pas. Parce que même si le Soleil a une grande gravité, elle est tellement loin que ceci ne nous affecte pas personnellement. Nous sommes affectés seulement par la Terre. Par contre, la Terre est tellement immense que la masse de la Terre est influencée par la gravité du Soleil. Et ça nous mène à la question maintenant, pourquoi la Lune tourne autour de la Terre et non pas du Soleil? Donc ici, il y a plusieurs théories. Il y a une théorie qui dit que autour de notre Terre, nous avions une protoplanète. Et la théorie qui est la plus acceptée, d'après ce que j'ai lu avec le temps, c'est comme s'il y avait eu un morceau qui aurait arrivé, lorsqu'il y a eu la Terre qui a commencé à devenir plus solide, c'est comme s'il y avait un morceau plus grand qui était arrivé et ceci avait enlevé une partie de la planète Terre comme ceci. Maintenant, n'oubliez pas que avec les milliards d'années, avec la rotation de ces astres finissent par devenir des sphères assez sphériques. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le temps pour que ceux-ci puissent, avec la gravité, uniformiser la surface. Donc, on se dit que la Lune et la Terre, avec le temps, ont fait leur forme sphérique comme ceci. Alors, pourquoi est-ce que la Lune tourne autour de la Terre et non pas autour du Soleil? C'est que
la Lune est très, très près de la Terre et est influencée beaucoup plus par la Terre que par le Soleil. N'oubliez pas qu'il y a à peu près 150 millions de kilomètres. Oups, c'est pas des mégas. Alors, millions de kilomètres entre le Soleil et la Terre. Donc, c'est très, très long, c'est très, très loin. Et donc, c'est pour ça que la Lune est affectée surtout par la Terre. Maintenant, est-ce que la Lune affecte la Terre? C'est une bonne question. Donc, la Lune a une très, très grande masse comparée à nous. Nous sommes affectés par la Terre et par sa gravité. Par contre, sur notre petite planète, il y a les grands volumes d'eau des océans qui sont affectés parce que ceux-ci sont des fluides. Donc, ils sont affectés par la Lune. Et donc, la Lune, par sa gravité, affecte sur notre planète les marées. Donc, les marées sont faits avec les millions d'années. Il y a un cycle qui s'est formé lorsqu'il y a eu, à cause de la gravité de la Lune, qui affecte la Terre. Mais nous, comme humains, on est solides, donc c'est plus difficile à influencer. Par contre, les océans, qui est un fluide, sont influencés beaucoup plus. Alors, c'est pour ça que nous avons ici la Lune qui tourne autour de notre Terre. Et d'une certaine façon, la Lune tourne autour du Soleil parce qu'elle est affectée par la gravité de la Terre. Et ça, j'espère que ça répond à tes questions ici, chiffre alphabet. Une autre excellente question d'astronomie ici. Et tiens, je vais prendre une gorgée de café ici et on va parler d'astronomie un petit peu plus. On va parler du projet DART ici. Vous allez voir, c'est un nouveau projet et je trouve que c'est fantastique. Et en même temps, ça se rapporte un peu lorsqu'on parle de physique avec la question de chiffre alphabet. Donc, donnez-moi un instant. Donc, voyons voir. Donc, l'Internet vient et repart. Alors, voyons voir. Nous avons ici cela. Donc, voyons voir. On veut partager un écran. Comme ceci, comme cela. Donc, bienvenue pour le merci chiffre alphabet. Ça me fait toujours plaisir de répondre à tes questions. Et devine quoi? La question ou le sujet que je veux emmener se rapporte énormément avec ta question. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il y a des liens entre ta question et un sujet que je voulais aborder aujourd'hui. Alors, voyons voir. Est-ce qu'on peut voyons voir si on peut changer la façon qu'on voit les choses. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oh, c'est bon aussi. Voyons voir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Non. Très bien. Alors, ce que je vais parler maintenant, c'est un projet que la NASA travaille depuis un certain temps. Ce projet, le projet, c'est une mission. La mission DART comme ceci. Ça ici, ça veut dire... alors, je vais mettre le mot en français. Donc, c'est le test de redirection d'un astéroïde double. Comme ceci. Donc, en anglais, les mots ici sont un peu inversés. It's a double asteroid redirection test. Donc, si on regarde D-A-R-T comme ceci. Et c'est un jeu de mots parce qu'en anglais, le mot DART, c'est la même chose qu'une petite fléchette. Vous savez, le jeu où on a des petites fléchettes et on envoie sur une cible. Donc, c'est un jeu de mots qui est intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'un test de redirection ici d'un astéroïde peut être intéressant? Alors ça, c'est un sujet d'astronomie que moi, j'aime beaucoup comme sujet. Et voyons voir. Nous avons ici ce qu'on appelle un double
astéroïde. Alors ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a deux astéroïdes qui sont influencés l'un et l'autre par la gravité. Donc, vous voulez, alors Chiffre Alphabet a mentionné la Lune qui gravite autour de la Terre. Ici, on a un petit astéroïde qui est en orbite autour d'un plus grand astéroïde. Donc ça, c'est intéressant. La gravité de un est influencée par l'autre. Et on peut voir que l'astéroïde du centre est assez gros, qu'avec le temps, il finit par devenir arrondi. Donc, si on lui donne, cet astéroïde avait plus de masse et plus de temps, probablement qu'il formerait un astéroïde plutôt sphérique. Donc, alors, je regardais les dimensions. Donc, on a celui du centre, qui est comme ceci, et on l'appelle Didymos. Et celui-ci a 780 mètres. C'est presque 1 kilomètre de diamètre. Il y a aussi l'autre qui est ici en orbite. Et celui-ci est plus petit. Il y a 163 mètres. Donc, n'oubliez pas que ceci sont des dimensions en 3 dimensions. Ça veut dire qu'un diamètre de 163 mètres est beaucoup plus petit, mais surtout qu'en 3 dimensions, il y a une masse beaucoup plus petite aussi. Donc ça, c'est intéressant. Alors, une des choses que les humains aiment savoir, c'est, OK, comment est-ce qu'on peut apprendre de notre environnement? Alors, bien sûr, on étudie notre planète, la géologie, la biologie, on étudie les plantes, différents animaux, les poissons, insectes et tout. On a étudié dans les mers, l'atmosphère et maintenant on va dans l'espace. Mais il y a certaines choses que les humains veulent savoir. Une des choses, c'est est-ce que nous sommes les seuls dans l'univers? Est-ce qu'il y a d'autres organismes vivants, d'autres humanoïdes ailleurs dans l'univers? Ça, c'est une bonne question. Et la deuxième chose que les humains pensent aussi, c'est est-ce que nous sommes protégés de l'environnement? Donc, sur Terre, c'est facile, on se fait une maison pour se protéger des intempéries. Par contre, il y a des objets célestes qui se promènent dans l'espace et il y en a quelques-uns qui peuvent arriver sur notre planète et donc tuer les humains. Et les humains ne veulent pas cela. Donc, si on recule quelques millions d'années, on sait qu'il y a 65 millions d'années, il semble qu'un astéroïde soit arrivé sur la planète, a envoyé des poussières dans l'atmosphère, et c'était l'ère où les dinosaures ont été éliminés parce qu'il n'y avait plus assez de nourriture. Donc, les humains ont un petit peu peur des astéroïdes. Donc, ils disent, comment est-ce qu'on peut faire pour se protéger de ceux-ci? Donc, il y a toutes sortes d'idées. On peut envoyer des bombes pour les faire exploser. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que si on a un astéroïde qui se brise en petits morceaux, on finit par avoir plusieurs petits morceaux et ça, c'est pas la meilleure chose. Donc, le sujet ici, c'est faisons un test pour voir si on frappe un objet, est-ce qu'on va le faire changer de direction? Et ça ici, c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, si on regarde ici, nous avons ici Didymos, qui est le centre. Il y a autour, ici, on a ici l'orbite qui est en blanc. Alors, l'idée, c'est que si on envoie un objet qui frappe celle-ci, on devrait pouvoir la ralentir un petit peu. Donc, si l'objet va moins vite, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'orbite cet objet va avoir tendance à vouloir moins quitter l'orbite de l'astéroïde du centre. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que l'orbite va changer et va se rapprocher de l'astéroïde du centre. Donc, ça, c'est la physique de la chose. La question, c'est est-ce que c'est possible? Théoriquement, oui. Mais physiquement ou en réalité, on ne sait pas. Donc, on fait un test pour voir comment ça fonctionne. Et je vais expliquer un peu l'idée. Alors, la raison pourquoi on fait ce test, c'est si on a la planète Terre qui est ici et qu'il y a un astéroïde
qui est pour arriver sur la planète Terre comme ceci, si nous avons les technologies et les pensées et l'argent et le désir de survivre, on pourrait envoyer une petite sonde ici et frapper cet astéroïde, même si l'objet est plus petit. Et le but de cela, c'est que si on fait changer la direction, on pousse un petit peu ici, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on espère que si on le fait assez loin et que l'impact est assez grand, même s'il y a un très, très, très petit changement, la trajectoire de cet astéroïde peut changer. Donc, et ça, c'est intéressant parce qu'on n'a pas besoin de faire exploser l'astéroïde. On n'a pas besoin d'avoir une très, très grosse machine pour dire ça prend un vaisseau spatial plus gros que l'astéroïde. Non, ce n'est pas nécessaire. Si on se prend plusieurs millions de kilomètres plus loin, on peut faire sûrement changer la trajectoire. Donc, c'est un peu l'idée ici. Alors, l'idée, c'est que ça fait pas longtemps, on a fait ça le 23 novembre. Ça fait une semaine à peu près. Donc, ça, c'est le nouveau projet qui a été envoyé. Et donc, il y a deux petites choses. Alors, il y a ici le petit satellite ici qui est DART. On utilise même un nouveau type de propulsion. Donc, au lieu d'avoir des grands réservoirs de carburant et qu'il y a une réaction chimique pour pousser la fusée, on a ce qu'on appelle une propulsion qui est ionisée. Donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on prend des particules d'un gaz et on lui donne une charge et celle-ci est propulsée. Et vous savez quoi? Ça prend beaucoup moins d'énergie et on a besoin d'électricité et du gaz. Et le gaz qu'ils utilisent, c'est, voyons voir, le xénon. Donc, ils veulent utiliser le xénon qui est un gaz stable. Mais si on est pour enlever quelques électrons, ceux-ci avec l'électrostatique, on peut propulser ces particules et donc faire avancer ce petit satellite. Donc ça, c'est un peu l'idée. On l'a envoyé cette semaine, il va arriver, entrer en impact avec cet astéroïde ici qui est plus petit. Donc on a besoin de moins de force. Et puisque celui-ci est associé à un astéroïde dans le centre, nous allons pouvoir observer de la Terre comment est-ce que cet astéroïde en orbite est affecté. Donc, on devrait pouvoir voir le changement du rayon de l'orbite et c'est ça qu'on veut vérifier. Alors ici, je regardais aussi, ils ont envoyé un petit satellite cube. Habituellement, ceux-ci ne sont pas très, très gros, donc sont très légers. Et il y a des caméras. Donc, l'idée, c'est que celui-ci, après l'impact, va passer quelques temps pour prendre des photos pour voir l'impact. Vous allez dire, est-ce qu'on va voir rapidement les résultats? Pas du tout. L'idée, c'est qu'on va donner peut-être quelques années et on va revoir à ce moment-là comment est-ce que l'orbite a changé. On a besoin de quelques années parce que cet objet va être déstabilisé un petit peu. L'orbite ne sera pas soit circulaire ou elliptique de façon parfaite. Donc, on veut lui donner le temps de pouvoir avoir une orbite stable pour pouvoir faire des observations. Donc, ça en passant, ça vient de... J'essaie de trouver un site qui l'expliquait. Ça, ce sont des photos qui ont été faites à partir de sites, mais sur Wikipédia, il n'y a pas de droit d'auteur de la même façon. Donc, je mentionne qu'ici, c'est une photo qui vient de Wikipédia. Et donc, c'est quelque chose qui est utile. Donc, il y avait une autre animation. Alors ici, on montre un exemple. Alors ici, ce n'est pas des gaz. Alors ça, c'est le moteur à propulsion ionique. Ce n'est pas des gaz qui sont propulsés, mais ce sont des atomes ici. Donc, c'est intéressant. Et un jour, peut-être que je devrais expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Il y a un exemple avec l'orbite de la façon que ça va fonctionner. Donnez-moi un instant. Et quelques personnes vont dire, ah, mais Wikipédia n'est pas toujours la meilleure source. J'ai regardé les sources et ils ont pris les informations de sources qui sont fiables. Donc ici, si on regarde, la planète Terre est ici. Ils ont envoyé la sonde et nous avons ici cet astéroïde double qui est attiré par le Soleil et bien sûr
nous allons avoir une jonction ici. Et donc, c'est là qu'on va avoir l'impact et faire l'expérience. Combien de temps est-ce que ça va prendre? Alors ici, ça nous montre la date. Donc, on va juste regarder un petit peu. Donc, on peut voir qu'on est à on est à près de 100 000 kilomètres. Oh, c'est bien, 50 000 kilomètres, 30 000 kilomètres, ça c'est bien. Alors, on pense avoir cette expérience dans une année. Donc, on se donne jusqu'au mois d'octobre l'année prochaine. Donc, où est-ce que vous allez être dans le mois d'octobre l'année prochaine? Excellente question. Mais l'astronomie avance toujours et c'est ça qui est excitant. Alors, voilà. Ça, ce sont les points que je voulais mentionner. C'est intéressant parce que ceci est en lien avec la question de chiffre alphabet, avec cette idée d'orbite autour d'un astre et que c'est la gravité qui fait que cela fonctionne. Voilà. Est-ce que je peux ajouter? Je vais même ajouter quelque chose sur la gravité, tiens. Voilà. Alors, je me rappelle lorsque j'étais en physique et qu'on faisait des problèmes mathématiques sur la gravité. Donc, voyons voir. Voilà. L'équation ressemble à quelque chose comme ceci. La gravité, c'est une constante. Donc, la constante est toujours la même, peu importe où on est, mais sur la planète Terre. Mais cette constante change dépendant de la planète où nous sommes. Il y a la masse ici de deux objets sur le rayon. Donc, plus les masses sont grandes, plus il y a de gravité. Ça veut dire que notre planète Terre a une énorme masse et nous avons notre masse de notre corps. Donc, nous ressentons la gravité de la planète parce que celle-ci a une grande masse. Mais en même temps, est-ce que vous saviez que notre corps, qui a une masse, attire aussi la planète Terre parce qu'on est deux objets différents? Maintenant, notre masse de notre corps est tellement petite comparée à la masse de la planète Terre que c'est négligeable. Mais tout de même, l'idée, c'est que notre corps attire la planète comme notre planète Terre attire notre corps. Et c'est les masses qui font la différence. Donc, si on a la masse du Soleil et la masse de la Terre, on a ici la gravité du Soleil sur notre Terre. Si on prend la masse du Soleil par rapport à la masse d'un corps humain, c'est presque négligeable, c'est presque infinitésimal, c'est très petit. Donc, c'est pour ça que nous ne sommes pas affectés personnellement par la gravité du Soleil. Et ici, il y a un facteur ici au dénominateur, et ça, c'est le rayon. Ça veut dire que le rayon est important. Plus on s'éloigne d'un objet, plus le rayon augmente, plus le dénominateur augmente, ça veut dire que la gravité diminue. C'est pour ça que lorsqu'on envoie des astronautes ou des cosmonautes dans la Station spatiale internationale, par exemple, elle est à quelques centaines de kilomètres dans le ciel, au-dessus de notre surface de la Terre, mais c'est assez loin pour que les personnes puissent avoir une sensation d'apesanteur ici. Et c'est pour ça que, alors on n'a pas besoin d'aller très loin. Alors quelques centaines de kilomètres, milliers de kilomètres, la gravité de la planète Terre diminue beaucoup parce que nous sommes très petits. Maintenant, pourquoi est-ce que la Lune tourne encore autour de la planète Terre? C'est que les masses ici sont immenses. Et c'est pour ça que ça arrive. Excellent sujet sur l'astronomie aujourd'hui. Alors, c'est ça. Je vais prendre un petit peu de café, c'est important. Alors, si vous avez des questions, vous avez une question à caractère scientifique, vous êtes les bienvenus de les mettre ici, dans la section chat. Si vous regardez cette émission en rediffusion, n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous voulez clarifier quelque chose, mettez les commentaires en bas de cette vidéo. Comme ça, moi, je les lis, je réponds et je prends les sujets pour l'émission suivante. Alors, ça va bien aujourd'hui comme émission. Voilà. C'est bon.
Alors, quel est notre prochain sujet? Alors, voyons voir. Donnez-moi un instant. Notre prochain sujet, c'est est-ce qu'il y a une différence entre le mot la météo ou la météorologie et le climat? Donc, je sais que dans les semaines qui viennent de passer, on parle beaucoup des changements climatiques. Il y a eu la conférence de Paris 26, alors COP 26 à Glasgow. Plein de personnes en discutent. Mais la question, c'est quelle est la différence entre la météo et le climat? En passant, si des fois vous avez des idées, des différences, mettez-les dans la section chat ici pour la session live. Comme ça, je peux inclure vos idées. Sinon, mettez dans les commentaires en bas quelle est, selon vous, la différence entre météo et climat. Vous pouvez même arrêter cette vidéo en rediffusion, écrire la réponse et je vous explique qu'est-ce que c'est. Donc, voyons voir. Celsius et voilà. Donc, première information que j'ai pour vous. Lorsqu'on parle de météo, on parle d'aujourd'hui, c'est ensoleillé et il fait 1 degré à l'extérieur. Ça, ce sont les conditions extérieures. Il y a la pression atmosphérique, il y a aussi la quantité de nuages qui existent. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la météo. Donc, la météo est importante pour plusieurs personnes. Donc, si nous sommes pilotes d'avion, on veut savoir quelles sont les conditions au présent. Si nous sommes agriculteurs, c'est important. Si nous sommes dans un endroit où il peut y avoir des changements très rapides de la météo, on veut le savoir pour se protéger. Alors ici, chiffre alphabet dit, il me semble que le climat, c'est une grande surface, alors que la météo, c'est une petite surface. Intéressant. Je vais ajouter ça. Donc, lorsqu'on parle de météo, c'est un endroit précis. Donc, la météo ici, près de Toronto, au Canada, elle est différente de la météo où vous êtes présentement. Et vous pouvez même indiquer ici dans le chat quelle est la météo de votre région maintenant. Donc, comme Gilles Frappes-Falvet a mentionné, la météo, souvent, c'est plutôt centralisé. Mais par exemple, durant une journée d'été, on peut avoir tout un grand territoire, qu'il soit ensoleillé et une température moyenne de 18 degrés. Donc oui, ça peut être une petite région, une ville. Ça peut être aussi un grand territoire de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Maintenant, lorsqu'on a des chaînes de montagnes, lorsqu'on a des grandes surfaces d'eau, comme des grands lacs, là, ça peut affecter un peu la météo. Mais la météo, c'est localisé. L'autre chose, on peut prédire un peu la météo, mais pendant quelques jours. Donc, on a une bonne idée de la météo demain et après-demain. Dans une semaine, on a une bonne idée de ce que ce sera. Donc, par exemple, si on regarde les grands courants d'air atmosphériques, nous savons que d'ici une semaine, il va faire à peu près, je ne sais pas, moins 3 degrés. J'ai regardé la météo hier. Maintenant, plus loin que 3 semaines, là, c'est un problème. C'est un problème parce que plus tard, si je pense à 2 semaines ou 3 semaines, là, il y a beaucoup plus de variables à considérer. Il y a les températures qui vont descendre un peu plus, les vents peuvent changer, les fluides atmosphériques changent. Donc, on ne peut pas vraiment savoir quelle est la météo le 21 décembre 2021. C'est impossible. On a une bonne idée de qu'est-ce que ce sera, mais on ne sait pas exactement qu'est-ce que ce sera. Comme aujourd'hui, c'est ensoleillé et c'est 1 degré Celsius, et demain, ce sera nuageux et moins 3 degrés. Nous le savons maintenant. Maintenant, le climat ici représente quelque chose d'intéressant. Alors, les climats ici, habituellement, lorsqu'on les étudie,
on regarde, OK. Habituellement, on regarde, OK. En moyenne, comment était la météo depuis les dernières 30 années? Donc, on regarde dans le passé, on dit, ah, habituellement, le 4 décembre, pendant une trentaine d'années, on a remarqué que la température moyenne était à peu près, je ne sais pas, moins 2 degrés. La raison pourquoi que si on regarde, par exemple, la météo pour d'ici, je ne sais pas, d'ici 10 jours, on peut regarder que si on regarde un graphique avec le temps et la température, on peut voir qu'il peut y avoir des fluctuations ici. Et plus on s'éloigne, donc plus de 7 jours à peu près. Alors ici, on peut prédire assez spécifiquement quel sera. Alors ici, il fait 1 degré Celsius, ici, il fait moins 3 degrés Celsius. On a une bonne idée parce que on peut prédire pour quelques jours. Mais plus loin que 7 jours ici, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Mais on peut utiliser quelle était la température moyenne, quelles étaient les conditions moyennes sur une trentaine d'années qui peut nous dire, OK, ici, c'est l'hiver près de Toronto et la moyenne est à peu près, alors une moyenne de, je ne sais pas, de moins 3 degrés Celsius. Donc, si on regarde la météo, ils vont dire, ah, il va faire à peu près moins 3 degrés ici dans 2 semaines. On le sait, c'est l'hiver, c'est la saison, donc c'est une bonne idée. Mais on ne sait pas exactement quelle sera la température. Donc la météo ici, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais on peut étudier le climat pour prédire un peu qu'est-ce que c'est. Les chances qu'on ait une journée avec 25 degrés Celsius et qu'il fasse super beau et on puisse aller à la plage, c'est presque 0%. Parce que si on prend une moyenne de 30 ans, il fait toujours froid le 21 décembre. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Continuons le message ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les livres, par exemple, à l'école, souvent, cette moyenne ici, on les a pris dans les années 1980, plus ou moins 15 ans, comme ceci. Et quelquefois, si on a des vieux livres, on a des moyennes de climat. Mais ce qui est intéressant, c'est que les moyennes nous ont dit des choses intéressantes. Ça nous donne les saisons. On a une bonne idée de quels sont les climats saisonniers. Peut-être qu'en géographie ou en sciences, vous avez appris sur les biomes. Un biome, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement physique où il y a des interactions entre des organismes vivants, des plantes, des animaux, insectes et tout, basé sur les températures, comme ceci, et la pression. La précipitation. Donc, lorsqu'on a une certaine température en moyenne et on a une certaine quantité d'eau qui vient de la pluie en moyenne, on a une bonne idée du type d'environnement que nous allons avoir. Si la température elle est haute et les précipitations sont hautes, on peut se retrouver comme on a des forêts tropicales où on a une croissance rapide des plantes. Si on a une température qui est haute, mais précipitations faibles, on se retrouve avec des déserts très chauds, comme le Sahara. Et donc, on peut voir que les températures et les précipitations affectent les biomes, donc les organismes vivants, mais ça nous a dit, et si on pense depuis des centaines d'années, on peut définir qu'est-ce que c'est les saisons. Pourquoi? Parce qu'on sait un peu qu'est-ce que c'est les climats. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, lorsqu'on parle de climat, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a des changements climatiques? Et ça, c'est une question intéressante.
Alors, j'ai écouté une petite présentation de Al Gore cette semaine sur les changements climatiques et je ne sais pas si je peux le trouver. Donc, peut-être que je vais... Alors, donnez-moi un instant. Je vais voir si je peux trouver un graphique qui peut être utile ici. Alors, l'idée, c'est, on a les climats et on sait que c'est différent que la météo. La météo, c'est plutôt local et à un temps spécifique. Le climat, c'est dans un endroit qui a tendance à être plus grand, mais c'est une moyenne d'informations. Donc, ça, c'est à considérer. Voyons voir, nous avons ici... Donc, ce n'est pas ça que je veux faire. Voyons voir le prochain. Ce n'est pas ça non plus. OK, voyons voir. Merci de votre patience. Je peux le trouver, j'en doute pas. Let's see. Peut-être c'est ici. Non. Vous savez, j'identifie mes innovations, climat, note. Voilà. Je vais l'avoir. Note complète, voilà. Je suis en train de voir si ça vaut la peine de faire un cours, alors un cours en ligne. Et j'ai monté un peu qu'est-ce que c'est. Et je suis en train de mettre des images maintenant où il n'y a pas de droit d'auteur. Et j'ai trouvé un graphique qui est fantastique. Et c'est ça que je veux mentionner. Voyons voir. Ça s'approche. Voilà, les courants marins. Est-ce qu'on peut... juste parce que je vais le trouver, il n'est pas là. Ça sera une section que je devrais enlever dans la vidéo lorsque je vais le mentionner. Voyons voir. Prévision des hausses températures. Là, qu'est-ce que je cherche? Oui, les changements climatiques. Alors, si je ne peux pas trouver le graphique, je vais en dessiner un. Ça va. Voyons voir, ici, les changements climatiques. Alors, ce que j'essaie de chercher, c'est comment est-ce que... Alors, je n'ai pas trouvé le graphique. Alors, je vais faire un graphique pour vous, imaginez. Alors, ici, 1950, 1980, plus 30, ça fait 2010 comme ceci. OK. Donc, si on regarde le graphique ici, voici ce que je veux mentionner. Donc, vous pouvez le trouver, le graphique, c'est juste que je ne peux pas le trouver maintenant. Je viens juste de penser à cette idée. Lorsqu'on regarde au changement entre les années 50 et 80, on s'est dit, OK, prenons ceci comme étant notre point de référence. Quelles ont été les températures moyennes entre les années 50 et 80? Donc ça, c'est fantastique. Ça nous donne comme un point de départ. Maintenant, pourquoi ces années ici? C'est qu'en 1982, il y a eu le protocole de Kyoto. C'est un protocole qui s'est dit... Alors, on a les grands dirigeants qui se sont rencontrés. On dit, il semble que la température commence à changer par rapport aux températures d'il y a 100 ans. Et si on pense... Alors ici, le protocole de Kyoto, c'était une de ces premières fois qu'on a pensé au climat. Donc, on est en 2021 maintenant. Donc, ça fait 40 ans qu'on en parle. Donc, ce n'est pas un sujet qui est nouveau. Alors, on s'est dit ici, très bien, c'est ce qu'on a. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que beaucoup des livres qu'on utilise et beaucoup des points de référence se passent avec les climats de ces 30 ans. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que les températures commencent à monter par rapport à ce point de référence. Donc, qu'est-ce qu'on a remarqué? 2010. Ça, il faut repenser à l'échelle, n'est-ce pas? Comme ceci. Alors, 50, 80, 2010. Qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que, alors 80, 90, 2000.
qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que si on regarde les, les températures, ceux-ci, depuis les années 2000, ici, on est en 2021 et les températures moyennes sur la planète sont de plus en plus chaudes. Donc, à tous les années, depuis les années 2000, on dit, oh, c'est l'année la plus chaude qu'on a enregistrée. Donc, depuis l'année 2000, on a peut-être 16 ou 17 années qui deviennent les années les plus chaudes qui ont été jamais enregistrées. Donc, ici, il y a une situation. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une augmentation de quelques 0,1 degré, 0,2 degré. Mais avec le temps, il y a cette augmentation qui est constante de ce côté-là. Et c'est pour ça que les personnes commencent à paniquer un petit peu. Parce que notre point de référence ici n'est plus la réalité. Parce que si on prend les 30 ans qui sont ici, les températures sont beaucoup plus chaudes. Et s'il y a des changements sur plusieurs décennies, donc disons 30 ans ici, ça veut dire que nos moyennes vont changer. Ça veut dire que si les moyennes de température de précipitation changent, ça veut dire que les biomes peuvent changer. Ça veut dire que notre environnement, il y a des endroits où il va faire de plus en plus chaud, des endroits où il y aura de plus en plus de précipitations, il y aura des endroits où c'est de plus en plus froid. Donc, il y a des grands changements qui arrivent. Pourquoi? Parce que si on se concentre sur le climat, qui est une moyenne sur 30 ans, la moyenne de 30 ans de 1990 à 2021, c'est totalement différent de ce qu'il y avait originalement. Donc, on a peut-être, je ne sais pas, je pense que c'est 1 degré peut-être, mais un petit peu plus, entre 0,8 et 1,2 degrés, dépendant des publications. OK. So, il semble que ces moyennes ou ces idées de climat changent. Pourquoi? C'est que lorsqu'on regarde la météo de partout autour de la planète et on fait une moyenne, en moyenne, il y a une augmentation de température. Est-ce que c'est une bonne chose? On a besoin d'innovation pour dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire à partir de cela? Et ça, ce sera une discussion pour une autre fois. Alors, merci beaucoup pour ceux qui ont passé le temps ici avec nous aujourd'hui. J'aurais voulu avoir un meilleur graphique, mais c'est pas grave. Je vais voir si je peux en trouver un pour une prochaine fois. Sur ce, passez une excellente journée. Allez faire un tour à l'extérieur si vous avez la chance. Et moi, je vais faire une marche à 1h cet après-midi. On se voit la semaine prochaine à la même heure, à 10h, l'heure de Toronto. Et si vous regardez cette émission en rediffusion, je suis content que vous soyez ici. N'oubliez pas de mettre des commentaires, des questions que vous avez dans la section commentaires parce que je suis ici avant tout pour répondre à vos questions. Alors sur ce, chez le Frère Fabien, passe une excellente journée. Pour les autres, passe une excellente journée aussi. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.